Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, il n'y a pas de numéro. Tout le monde essaie en direct maintenant. Tu racontes ton histoire, nous sommes sur TikTok. Donc, tu montres, raconte ton histoire est sur place. Et là, on va t'écouter. Surtout, on ne cite pas les noms des gens. Utilise les noms d'emprunt. Les noms des boîtes de nuit, on ne cite pas. Des quartiers, bon, on peut citer le nom des quartiers, mais on ne décrit pas exactement là où la maison se trouve. Les noms des hôtels, les noms des bars, des restaurants, on ne cite pas. Voilà. C'est pas le tribunal ici là. C'est qu'on peut seulement écouter les histoires mystiques, c'est tout ce qui nous concerne ici là. Et donc, on va commencer avec la première personne. Bonsoir, Optimus. Bonsoir DMG. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, c'est bon, parce que j'ai mis l'écouteur, donc je sais pas si vous m'entendez très bien. Bon, on entend bien quand même. Là, si vous me recevez, c'est bon. Voilà, franchement, je suis vraiment très content aujourd'hui de participer au live. Hein, parce que c'est pas aussi facile. J'appelle de l'Italie et généralement, je tombe jamais sur le live. Et je t'ai même envoyé des messages, tout ça, tu m'as répondu que vous allez bientôt répondre. Donc vraiment, merci beaucoup et vraiment du courage. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment du courage et je salue en même temps toute la team, tous les jeunes sœurs, les jeunes frères qui sont là et qui rencontrent l'histoire. Bon, aujourd'hui, moi, d'abord, voilà, au fait, ma femme, je crois que j'ai rencontré une histoire avec ma femme. Elle me dit comme ça, mais attends, DMG n'a pas passé mon histoire. J'aimerais vraiment voir concernant notre fille qui avait été kidnappée, bon, disons, qui avait été un monsieur qui voulait faire un rituel avec la petite. Heureusement, Dieu a fait qu'on a pu la retrouver. Et donc, elle avait raconté cette histoire-là. Je n'ai pas encore entendu passer. Bon, moi, concernant aujourd'hui, j'ai tellement d'histoires, mais voilà. Comme premier titre, il y a la jeune femme qui se transforme la nuit. Et il y a le jeune frère qui a voulu faire le travail que faisait son père à l'église, mais ce dernier-là ne voulait pas. Donc, je ne sais pas par laquelle des histoires commencer. Voilà, c'est une histoire qui s'est passée dans le village de ma femme. Elle, son village ne se trouve pas trop loin en Côte d'Ivoire, disons. En Côte d'Ivoire, il ne se trouve pas trop loin de Daoukro. Voilà, vers le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Du coup, dans ce village-là, qui n'est pas trop loin de Daoukro, il s'est trouvé qu'il y a une jeune femme, hein, vraiment qui est atteinte d'une maladie, un peu comme quand les personnes sont atteintes d'une paralysie faciale, où tu vois le côté est carrément paralysé, il y a l'œil, certains disent que c'est la tension et autres là, ou bien l'AVC qui a été raté. Mais en réalité, pour elle, c'était carrément différent. Donc, quand tu la vois la journée, franchement, tu n'as même pas envie de la regarder. Elle a l'œil qui coule, le côté droit est carrément paralysé, elle boite du côté droit, elle a l'œil qui louche et qui est vraiment sorti de son orbite. Franchement, une jeune femme qui tu as l'impression qu'elle a subi un accident et que vraiment le côté est carrément paralysé et ça fait peine à voir. Donc, à chaque fois, elle se déplace dans le village pour aller au marché. Bon, elle habite seule. Quand elle va au marché, les gens, pour ne pas essayer de la frustrer, parce qu'elle n'arrive même pas, elle boite, et elle se déplace pour aller au marché pour essayer de mendier, étant donné qu'elle n'a pas d'argent. Du coup, les gens, pour essayer de la chasser, pour ne pas qu'elle reste auprès de leur table, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent des auberges, ils lui donnent des poissons, ils donnent du sel. Bon, c'est comme ça qu'elle fait son marché, quoi. Donc, quand on la voit venir net, elle avait non, on va l'appeler comme ça, X. Quand X arrive au marché, les jeunes femmes qui sont là, ou les femmes qui vendent du manioc et autres, pour se débarrasser d'elle, parce qu'elle va faire fuir, elle est vraiment laide, il faut dire. Désolé de le dire, mais elle est vraiment laide. Donc, pour se débarrasser, pour la chasser, qu'est-ce qu'ils font? On lui donne des trucs pour qu'elle puisse un peu s'éloigner, quoi. Mais il se trouve que ma femme dit que dans le village, elle avait son cousin. Parce que c'est une histoire qui arriva à son cousin. Son cousin, il était boutiquier. Il a créé une petite boutique. Et celui-là, je vais l'appeler C. Donc C a créé sa petite boutique dans laquelle tout le monde venait s'approvisionner, tout ça. Tu sais, dans le temps, c'était les Diallo, les Peuls qui vendaient. Mais arrivé un moment, les jeunes frères, dans le côté Agni, certains ont commencé à essayer de récupérer cette petite activité. Donc, le jeune frère en question, lui, il avait cette petite boutique qui fonctionnait très bien. Donc, tout le village s'approvisionnait là. Tu comprends? Mais à défaut, la jeune fille,
dont on parlait tout à l'heure, elle ne partait jamais dans la boutique. Elle allait qu'au marché pour pouvoir avoir ses provisions et puis faire ses petites sauces et autres pour pouvoir manger. C'est ainsi que le jeune frère C, un soir, aux environs de 23 heures, parce qu'il fermait vraiment tard la boutique. Et la tante, ça veut dire la mère, sa tante à lui, ça veut dire la mère de ma femme, lui disait toujours, mais écoute, c'est vrai que les clients, ils sont toujours là. Mais quand il commence à faire tard, tu connais le village, il faut carrément fermer la boutique et rentrer à la maison. Il dit non, mais tout le monde me connaît ici, il n'y a rien, la vieille. Et il y a toujours des derniers clients qui arrivent pour pouvoir peut-être acheter de l'huile pour demain matin parce qu'ils doivent aller au champ très tôt. D'autres viennent acheter un peu de riz, certains achètent un peu du beurre, du pain. Bon, parce qu'ils aiment manger le pain qu'on appelle le pain godio, le pain qui dort, quoi. On appelle le pain godio. Et ils aiment manger ça avec de l'eau, avec du sucre, des gens qu'on appelle, nous, communément, le café baoulé. Les Ivoiriens savent très bien. Parce que quand ils vont au champ, c'est le premier déjeuner qu'ils sont plus facile avant de travailler. Donc, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la boutique vraiment très tard. Jusqu'à minuit, il est encore là. Et c'est pas faux ce qu'il dit. Il y a toujours des derniers clients qui arrivent. Et il se trouve que ce soir-là, il y a une jeune femme qui est arrivée, mais vraiment très belle. Quand il la voit, il dit, mais attends, elle arrive, bonjour, j'aimerais vraiment avoir... Elle lui dit automatiquement ce dont elle avait besoin. Et lui, émerveillé déjà par la beauté de la femme, parce qu'elle était vraiment très bien habillée, il s'est dit, mais attends, mais tu es dans le village? Elle dit, non, je viens juste d'arriver, que je viens d'Abidjan. Je viens venir, mais puisque tout le monde se connaît au village, il dit, mais tu fais partie de quelle famille? Elle dit, ah, s'il te plaît, tu es policier ou quoi? Donne-moi ce dont j'ai besoin, et puis bon, on va voir ça. C'est comme ça, le jeune frère, parce que lui, il n'avait pas de copine dans le village. Les femmes, généralement, il disait que les femmes l'approchaient parce qu'elles voulaient quelque chose de lui, de la boutique, bien sûr. Donc, lui, il n'aimait pas ça. Donc, il a voulu essayer de, cette soirée-là, passer une belle petite soirée avec une jeune fille qui vient d'arriver, mais pas du village, bien sûr. Donc, il a commencé à draguer la jeune fille. Et bizarrement, elle n'est même pas allée par 4 chemins, elle a carrément accepté. Il dit, bon, dans la précipitation, il dit, bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais fermer vite la boutique et puis on va aller chez moi. Et demain matin, je vais aller voir chez toi, tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il embarque la go, ils vont chez lui et il passe la nuit avec elle, sans problème. Et vers 1h du matin, elle dit qu'elle va rentrer. Il dit, mais non, tu peux pas, il faut que je t'accompagne. Il dit, non, t'inquiète, que mon frère même, il n'est pas trop loin là, que je vais y aller. Il dit, ok, bon, je vais te demander au portail quand même. Il dit, mais le village n'est pas dangereux, donc je peux partir, t'inquiète, j'habite même pas loin, j'habite derrière là-bas. Il dit, ok, il a accompagné au portail et elle s'en va, allez, ciao, ciao. Il la regarde partir jusqu'à ce qu'elle se confond dans l'obscurité et elle rentre. Pour lui, il pense qu'elle est déjà partie, c'est ça. Le lendemain matin, il va en boutique, bien sûr, prendre son poste de travail. Il est vraiment très content parce qu'il a passé vraiment une belle nuit avec une jeune femme qu'il espérait voir le matin parce qu'elle sait très bien que c'est là qu'il prend son poste de travail. Et c'est le seul boutiquier du village. Donc forcément, le lendemain, elle viendrait le voir pour lui dire, bon, bonjour, comment tu vas mon chéri? Vraiment, la nuit était merveilleuse. Bon, disons alors, tu me vois. À sa grande surprise, il est assis dans la boutique. Qui est-ce qui voit venir? La jeune dame en question qui, vraiment, disons, la risée du village, la fantôme du village, parce que c'est elle, franchement, qui fait vraiment peur. Elle arrive. Elle vient lui dire, ah, tiens, j'ai besoin que tu me donnes un demi-kilo de riz. Il dit, mais attends, pourquoi? Tu as fini avec le marché, c'est maintenant la boutique ici tu viens. D'habitude, tu viens jamais à la boutique. Écoute, va loin de ma boutique, va loin de ma boutique. Elle dit en bon, et c'est comme ça, elle dit en bon. Et bizarrement, avec sa démarche un peu en cascade là, elle se met à hurler pour dire en bon. Donc hier nuit, quand tu étais sur mon lit, quand tu étais sur moi et que tu disais toutes ces paroles douces là, tu as oublié. Aujourd'hui, tu me traites de comme ça. Ah, voilà le problème. Tout le monde dans le village commence à regarder parce que les passants là, tout le monde s'arrête, les gens lui regardent. Et elle ne s'est pas arrêtée là, elle commence à hurler. Maintenant le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il voit que chez nous on dit le drap, voilà, le drap est mis à nu. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le sac de riz, pardon, tiens, vas-y. Mais les gens avaient déjà entendu. Donc comme les gens avaient déjà entendu, il dit mais attends, parce on demande à XX, mais tu es passé? Elle dit oui, on a passé une belle nuit lui et moi. Et le frère est resté carrément triste, à telle enseigne qu'il est tombé malade. Et c'est comme ça, les gens lui ont demandé, après les vieux du village, ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais celle-là, moi je l'ai vue, c'était pas elle. Celle que moi j'ai vue, c'est vraiment une belle femme. C'est avec qui, je pensais même, puisque je cherchais une femme, je pensais avec, et elle vient me dire ce matin que c'était elle qui était là, la nuit. Et quand on lui dit, mais toi tu sais pas que celle-là, c'est une sorcière? Tout le monde la connaît ici. En réalité, dans l'obscurité, dans l'ombre dans la beauté de la nuit, c'est une princesse.
que tu ne sais pas ça dans le village, demande aux anciens, ils vont te dire, ça fait combien d'années tu es dans le village ici que tu vends? Vous avez peut-être même tous grandi ensemble. Tu ne sais pas pourquoi elle est comme ça. Dans la nuit, elle n'est pas comme ça. Hein. Dans la nuit, c'est une belle femme, c'est une princesse. Donc, c'est pour dire que vraiment, je ne sais pas si c'est dans la précipitation d'avoir une chérie ou quoi, parce qu'on pense que tous ceux qui viennent vers nous sont mauvaises, à telle enseigne qu'on risque même d'aller embrasser le diable lui-même en personne, pensant que on a... Et surtout quand il fait nuit, c'était préférable d'attendre la journée, que cette même personne-là vienne vers toi, et ensuite tu pourrais la parler ou la draguer. Mais non, et certaines personnes font cette faute-là. Quand ils savent que c'est la nuit du réveillon, mais la nouvelle année, c'est là ils veulent forcément aller en chambre avec une fille. Or là, en ce moment-là, il y a du tout. Les revenants, les sorcières, tout le monde devient belle. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, la nuit, tous les chats deviennent gris. C'est pour dire, faisons attention. Merci DMG, merci pour tout. Bon, merci Fais-moi beaucoup. descendre, s'il te plaît. Le mot de fin est aussi très important. Merci beaucoup pour ça. La nuit, dans les nightclubs, dans les boîtes de nuit, dans les snacks, c'est terrible. Si tu vois la go le matin, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Même le gars, tu vois le gars, imaginez un gars qui est né avec une malformation, par exemple, c'est pas pour insulter ceux qui sont nés comme ça, mais bon. Et qu'il a passé toute une vie, on se moque de lui, ouais, ton visage, tu as tellement gros nez, machin. Et il a le moyen de partir faire une pratique et arranger son visage la nuit, par exemple, juste pour 4 heures. Qu'est-ce qui va se passer à vous? Dis-moi un peu. Il arrive là, il arrive voir une jeune fille là, belle là, il drague, étant bien beau. Le matin, tu devrais le gars, le vrai visage et après. C'est dangereux. C'est comme ça. Et comme il a dit là, justement, le 25 décembre, le 1er janvier, le 8 mars, la fête du travail, le 1er machin. L'émotion, c'est vraiment, il faut que je passe une très belle soirée, il faut que j'attrape même une petite là-bas, que je montre mes compétences. La fille, quand elle sort, il faut que je prenne un client aujourd'hui, il me paye même 50 000, 100 000, ça peut m'aider. Et ainsi de suite. C'est comme ça que je peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas comme il est là en journée. Tu vois un gars bien frais, le nouveau quartier, tu te dis non, je suis nouveau dans le quartier. Oh, c'est quelqu'un qui est même mort depuis. Donc faites attention. Bonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir. Oui, ça va? Oui, on te suit bien, mais j'ai l'impression que ta connexion dérange vraiment parce que quand tu montes, je vois seulement. Allô? Oui. Comme tout à l'heure, je tenais à te remercier pour tout le travail abattu et pour tout ce que tu fais. Le réseau n'est pas vraiment stable, vu que j'ai changé même de lieu, mais le réseau n'est pas vraiment stable. En fait, avant de commencer, j'aimerais dire bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de liker, de partager et d'activer ta cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. J'ai mémorisé, hein, tellement je suis ça, chaque jour, chaque nuit, j'ai mémorisé. Ok. L'histoire que j'aimerais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un ami. On a commencé à jouer avec lui dans un club qatari. Dans un club qatari, on a commencé à jouer avec lui et c'est une histoire récente parce que ça s'est passé en 2022. Et de là, maintenant, en avril 2022, son contrat avait pris fin au niveau de Dubaï. Son contrat avait pris fin, donc il était revenu parce que le club d'où il jouait là-bas ne voulait plus de lui. Donc, il devait revenir à la source pour voir des trucs mystiques pour que au moins son club puisse se prendre. On est arrivé au Togo, on est parti au Bénin. Donc, lui seul, il sait ce qu'il a fait. Mais depuis lors, lorsque nous sommes repartis à Dubaï, il a re-signé dans son club. Mais si je te dis, depuis lors, il ne dort pas la nuit. Ce qui veut dire, chaque nuit, il est obligé, pour dompter le sommeil, il est obligé de partir
club. Les clubs, c'est-à-dire les boîtes de nuit. Donc, toute sa soirée, ça se passe que dans des clubs. Le matin, il rentre, il se repose un petit peu. C'est pour dire, ne jamais, la leçon qu'on a tirée, ne jamais envier la vie des autres. On ne sait pas le sacrifice par lequel ils sont passés, on ne saura jamais. C'est eux et leur Dieu seul qui le sait, qui le savent. Mais on ne saura jamais, donc ne jamais envier la vie d'une autre personne, se contenter de ce qu'on a et de continuer comme si rien n'y était. Donc c'était juste ça mon histoire, mais je te suis depuis longtemps. Sache que chaque... Bonjour le boss, comment on va? Bonsoir le propriétaire. Ah, tu m'écoutes? Ouais. Ah ok, d'accord. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Bah, l'émission, je la regardais au Gabon, déjà à la base, parce que avant j'étais au Gabon. J'avais appelé une fois. Comme ça, avec les billets, comme ça. Tu dis? Il y a beaucoup de bruit là où tu es. Hein. Ah ouais. C'est pas de ma faute. Hein. Il y a des mosquées. Donc, en fait, je suis au Sénégal. Du coup, en fait, l'histoire n'est pas en tant que telle mystique, mais j'ai une amie en fait qui a vécu une histoire un peu, tu vois, un peu bizarre quoi. Et après, j'ai essayé de trouver des informations et c'est quelque chose en fait qui est presque fréquent ici à Dakar, voilà. Du coup, elle est allée louer une maison et tout. Non, il n'y a pas de balle perdue sur le Sénégal, hein. C'est un pays que j'aime bien. Donc, il y a une de mes amies, elle avait loué un appartement au niveau du quartier qu'on appelle Médina. Voilà, on appelle le quartier Médina et tout. Mais elle dit que chaque soir, lorsqu'elle dort, en fait, le truc c'est que de base déjà, elle aimait dormir avec la veilleuse, tu vois. Donc de base, elle aimait dormir avec la veilleuse, mais elle dit que chaque soir quand elle dort, genre, en fait ici à Dakar, vu que lorsque tu es à l'étage, tu peux laisser parfois ta fenêtre ouverte et puis il y a la toile devant. Donc du coup, il y a quand même du vent qui rentre, puisque parfois il fait chaud et tout. Donc, lorsque elle arrive et tout, elle dit que lorsqu'elle dort, à partir de 1h, lorsqu'elle se lève, elle voit, vu qu'il y a souvent de la lumière des lampadaires qui rentrent dans la chambre, elle voit directement une ombre. C'est là où je lui ai dit que, une ombre, tu vois une ombre, d'accord et tout, mais tu penses que c'est quoi? Elle me dit, en fait, elle ne sait pas, mais seulement, même à chaque fois qu'elle rentre à la maison, en fait, déjà qu'elle avait un petit rituel qu'elle aimait bien faire, c'est-à-dire que tu mets genre du citron et de l'eau, tu mets ça devant genre ta porte, et si ça devient noir, c'est qu'il y a quelque chose. Du coup, elle a mis du citron et tout devant la porte. Elle dit chaque soir quand elle... Avant de continuer le propriétaire. Les rituels comme ça comme on donne là, je n'ai pas validé un rituel ici. Hein. Donc quand vous irez faire le rituel pour voir si qu'est-ce qu'il y a validé, qu'est-ce qu'il n'y a pas validé, je ne suis pas concerné. Voilà. Non, ce n'est pas un rituel que vous devez faire, s'il vous plaît. Ça ne vous concerne pas ce rituel-là. C'est elle, la personne en question qui a fait ce rituel. Donc, on ne vous a pas demandé d'aller faire ça. Après, vous avez dit que c'est DMG ou bien quelqu'un qui est venu raconter. Non, s'il vous plaît. C'est quelque chose que elle-même, de son propre gré, elle a eu à faire. Donc, ne faites pas ça chez vous, comme on dit à la West Romania. Du coup, elle dit qu'elle voit genre la flotte qui devient noire, de l'eau qui devient noire à chaque fois. Maintenant, moi, je lui ai dit que, ok, d'accord, je vais essayer un peu de venir passer un week-end chez toi. Du coup, je pars passer un week-end chez elle. Le phénomène ne s'est plus produit lorsque je suis arrivé chez elle. Mais maintenant, lorsque je suis parti, parce que le lendemain, j'ai dit, bon, si le phénomène se peut pas produire aujourd'hui, vu que ça se produit tous les jours chez toi, je vais donc rentrer chez moi. Et puis, bizarrement, ça ne s'est pas produit lorsque j'étais là. Je rentre chez moi. Elle m'appelle, elle me intensifié. Je dis, le phénomène s'est intensifié comment?
C'est là où je lui ai dit que, ok, viens maintenant chez moi, tu vas venir faire quand même quelques temps. Elle vient chez moi, DMG. Le truc, c'est que, apparemment, l'esprit l'a collé son corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Apparemment, l'esprit en question, ou bien la chose en question, l'ombre en question, a collé mon amie. Et du coup, lorsqu'elle vient chez moi, le même phénomène se produit maintenant chez moi. On a senti que non, là, il y avait quand même un problème. Maintenant, on part le lendemain chez elle, on part voir le propriétaire. On demande au propriétaire que on a remarqué un phénomène et tout. Mon amie, elle a remarqué un phénomène et tout. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le propriétaire dit qu'en fait, la maison, en quelque sorte, il y avait en fait une famille qui résidait là avant. Mais après, la famille est en quelque sorte décédée. Du coup, ils ont cassé toutes les maisons qui étaient sur la partie du terrain. Et ils ont construit en fait un immeuble sur le terrain. Du coup, on explique ça au propriétaire. Le propriétaire dit que ne vous inquiétez. Il dit carrément à mon ami, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va passer. Dès que le propriétaire a seulement dit ça à DMG, mon ami a dormi. Elle n'a plus vu l'ombre en question. C'est là où maintenant j'ai dit, en fait, j'ai pas compris en fait le comment du pourquoi. Soit le propriétaire en question, je sais pas s'il contrôle les esprits, parce que du moment qu'il a fait sortir la parole, bah la chose n'est plus venue, non, emmerder genre mon ami en question et tout. Donc du coup, après c'était tranquille quoi. Jusqu'à présent en tout cas, elle est tranquille et tout, parce que récemment je lui ai posé encore la question, elle a dit ouais bon c'est passé et tout, donc c'est carré quoi. Mais sinon, c'est pas toutes les maisons qui sont comme ça. Voilà, donc c'est une histoire que mon amie elle était venue me dire, et moi j'ai eu aussi à vivre ça comme elle, vu qu'elle était venue à la maison, donc c'est un peu ça. Donc merci beaucoup, c'était juste pour raconter cette histoire. J'espère que ça vous a été bénéfique, et merci beaucoup à DMG pour cette plateforme qui nous permet de raconter des histoires. Merci beaucoup. Hein. À la prochaine DMG. Merci. Merci beaucoup. Et tu fais seulement. Bonsoir, Jaël. Moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. C'était lors de mon année là où je vais passer le bac. Bon, l'année scolaire commence, tout se passe bien. C'est vrai que je n'avais pas mis Dieu en avant. J'allais bien, je partais à l'école, tout allait bien. Jusqu'à ce que nous arrivons proches des examens. Donc, nous sommes déjà à 2 à 3 semaines des examens. En même temps, si je faisais mon prépa, je partais à l'école, je rentrais, c'était bien, tout allait bien. Un jour, je sors de mon prépa, je suis dans le taxi-bus, j'allais rendre visite à ma mère. Je suis assise, tout à coup, je ressens une masse du côté de mon pied droit. Je me dis que bon, c'est une crampe, ça va passer. Je descends du taxi, je commence à marcher. Je sens que la douleur, et là, ça persiste. Je tape le pied pour essayer d'atténuer un peu la douleur. J'arrive chez maman, on passe la journée, 18h tombe. 18h arrive, la nuit commence à tomber. Je commence à avoir froid. Je dis que bon, je vais rentrer à la maison. Médecin pas lui qui me guette. J'arrive à la maison, quand j'arrive à la maison comme ça n'allait pas. Toute la nuit, la fièvre. La douleur de mon pied ne fait que s'accentuer. J'ai pris un peu des Ferragons pour calmer la douleur. J'ai dormi, le lendemain matin, je me suis réveillée. Ça allait. 2 jours plus tard encore, la douleur revient. Quand la douleur revient, ça me paralyse complètement. Je n'arrive plus à me tenir debout. Les pieds me font mal. C'est comme si on m'enfonçait des couteaux dans les jambes. Qu'au point même pour faire des pas, je n'avais plus à faire des pas. On me soulevait pour m'amener me laver. C'était compliqué. Je suis à 1 semaine de l'examen. La douleur passe encore. 1 semaine de l'examen. Je suis là, je regarde la télévision. Tout à coup, la douleur apparaît encore.
Là, ça me prend maintenant le côté droit. Le pied jusqu'au niveau de la clavicule. Tout le côté droit me fait mal. À un moment donné, je me disais que c'est un AVC ou quoi. À mon âge, je peux pas avoir un AVC. J'étais là, je priais, je buvais des médicaments. C'est vrai que je n'étais pas partie aussitôt à l'hôpital. Je partais souvent de temps en temps en pharmacie, prendre des anti-inflammatoires, des médicaments du palu. Je continuais à suivre mon traitement à la maison. La douleur encore est partie une fois de plus. Nous sommes maintenant à 3 jours de l'examen. Donc 3 jours des épreuves sportives. La veille, je me rappelle bien, c'était un mercredi. Donc on est à 4 à 3 jours de l'examen. Je me rappelle, c'était un mercredi. Je suis là, je suis allongée, je suis en train de regarder ma télévision. Je sens une douleur qui me prend encore. Du côté droit, ça monte, ça va jusqu'à la main droite. Je dis que ça c'est quoi mon Dieu? Ça c'est encore quelle douleur qui m'attaque là? Dans 3 jours, je vais passer l'examen. Et ça c'est quelle douleur? Le lendemain matin, je vais en pharmacie. J'essaie un peu d'expliquer au médecin que j'avais trouvé en pharmacie là-bas les symptômes que j'avais. Il m'a donné un médicament, il m'a même orienté à l'hôpital, mais il m'a donné un médicament pour les os. Il m'a dit peut-être que c'était un problème de calcium. Voici, il faut suivre le traitement. Je suis allée. Vendredi arrive, rien ne va. Samedi, ça s'accentue même encore. Je dis que, mon Dieu, je vais faire comment? Lundi, je dois aller concourir. Je fais comment, mon Dieu? Je me suis lancée dans la prière. Prière. Dimanche arrive, comme si de rien n'était. On arrive dimanche vers midi. Je sens une petite douleur au niveau de ma main droite. Je vais chez le boutiquier pour aller acheter un baume pour faire des petits massages. En arrivant chez le boutiquier, il tentait de me taquiner que vous là vous êtes toujours comme ça, la petite douleur. Vous êtes là, que ça ne va pas. Il y a des trucs que tu peux toi-même soigner à l'indigénat. Tu peux faire toi-même tes traitements. Tu n'es pas obligé de tout le temps aller en pharmacie ou à l'hôpital. Donc il tentait de me taquiner. En me taquinant, il m'a tiré le doigt. Il m'a tiré le doigt, l'index. J'ai eu un petit crack. J'ai négligé la douleur. J'ai dit que en tout cas ça va passer. Je suis allée à la maison, j'ai pris mon baume, j'ai massé ma main, massé. Nous sommes dans la nuit du dimanche, je dors. Le lendemain matin, quand je me réveille le lundi pour aller à l'école, toute la main est enflée. Toute ma main. J'arrive comme ça dans l'école là où je devais passer mes épreuves sportives. J'arrive, même les membres du jour me disaient que c'est comment ma fille, qu'est-ce que tu as? Tu as eu quoi là? Mais c'est pas le panari. Je dis que je ne sais pas. Je me suis réveillée ce matin là, avec la main comme ça là, je ne sais pas. La manière que le doigt est enflé, je ne sais pas si c'est un panari ou quoi. En tout cas, j'ai quand même concouru. C'est passé. Le lendemain, je suis allée à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. On m'a fait des examens et tout et autres là. Quand on me faisait les examens, le radiographe m'a posé la question: tu as eu un accident? Je dis que non, j'ai pas eu d'accident. Mais tu as une fracture au niveau du doigt, c'est comme si tu as eu un accident. J'ai expliqué un peu la scène, que je ne sais pas si quand le boutiquier m'avait tiré le doigt, c'est lui qui a fait en sorte que ça puisse arriver, je ne sais pas. En tout cas, bien auparavant, j'avais déjà des petites douleurs. Donc, ils m'ont mis le plat. Je suis maintenant à 2 semaines. Donc, je suis à 1 semaine et demie des épreuves écrites. Et on me met le plat sur ma main droite. Et c'est avec la main droite que j'écris. Je me pose des questions que, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comment je suis à quelques jours de mes épreuves écrites. C'est maintenant il décide de me placer le plat. Je vais faire comment pour écrire à l'école? Je me suis quand même levée dans la prière. Je priais. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je priais, je sentis la présence de quelqu'un qui m'a saisi. Et la personne me disait: qui t'a donné l'autorisation de prier? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu es l'Esprit Saint? Arrête de prier. On ne t'a pas donné l'autorisation de prier. Je me suis levée en sursaut. J'ai commencé à paniquer. C'était tellement vrai. En fait, j'avais la sensation que quelqu'un m'avait attrapé. J'ai eu la chair de poule. J'ai paniqué. Maintenant, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé?
Je ressentis bien la présence de quelqu'un que la personne m'a saisi. La personne voulait du genre m'étouffer, qui arrête de prier, qui te demande de prier. Pourquoi tu as l'Esprit Saint? Pourquoi? J'ai expliqué à ma maman. Elle me disait qu'il faut rester concentré dans la prière, il faut prier, c'est comme ça. C'est tout l'examen. Comment on dit l'examen? C'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Reste en prière. Malgré ça, j'ai concouru quand même mes examens. C'est vrai que malheureusement, je n'avais pas eu le bac. Je n'avais pas eu le bac cette année. C'était l'année suivante que j'ai pu avoir mon examen. En fait, la morale ici, moi, j'aimerais conscientiser tous ceux qui ont des projets, que vraiment de remettre leurs projets entre les mains de Dieu. Bon, c'est vrai qu'au début, je me suis un peu amusée parce que je n'avais pas mis mon examen dans les mains de Dieu. Je me disais qu'en tout cas, ça va aller, je vais gérer, je vais travailler. Mais j'avais oublié que l'examen aussi, il est spirituel. Donc c'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Jacques. Dans les commentaires. Elle ne veut pas dire bonsoir, elle ne veut pas dire, même pas répondre merci. Ok. Que feront donc tu? Bonsoir. Oui, bonsoir DMG TV. J'espère que tu vas bien et également tes abonnés. Bien, toi-même. D'accord, je vais bien, Dieu merci. Alors, je vous suis depuis l'Indonésie. Voilà, ça fait quelques temps je vous suis, je suis vos directs. Je prends plaisir à écouter les histoires qui sont racontées sur votre chaîne. Et j'invite un maximum de personnes à s'abonner, comme vous le dites souvent, de liker, partager, parce que le partage la force réside dans le partage. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. Bon, j'ai été témoin d'une histoire qui s'est déroulée il y a 2 ans de cela. C'était en République du Niger, plus précisément dans la ville de Zinder, voilà, au Niger. Alors, ça s'est passé dans une petite bourgade, on va dire dans un petit village. Un village qui était traversé par une RN. Une RN, c'est une route nationale. Donc, dans ce village, le village était peuplé à majorité de musulmans, comme le Niger est peuplé à 90% par les musulmans. Donc, dans ce village-là, il y avait une mosquée qui était non loin de Goudran. Une mosquée, voilà, une mosquée, on va dire centenaire, hein, parce que la mosquée a été construite avant l'indépendance du Niger. Donc, ça date de très longtemps. Et maintenant, l'État voulait agrandir la chaussée, c'est-à-dire construire une route adjacente à la mosquée. C'est-à-dire il fallait complètement démolir la mosquée pour agrandir la chaussée. Maintenant, les riverains et le chef du village avec les notables se sont opposés à cette destruction de la mosquée. Voilà, bon, vous savez, la force réside à l'État. Donc, l'État peut décider de faire tout ce qu'il veut. Néanmoins, les villageois, le chef du village, l'imam, tout le monde s'est opposé à la destruction de cette mosquée. Voilà. L'État a proposé, voilà, de construire une nouvelle mosquée non loin du village. Mais il fallait automatiquement qu'on puisse détruire cette mosquée pour agrandir la chaussée, au fait. Ah, c'était peine perdue. Les villageois se sont opposés. Ils ont bloqué la route, il y a eu des barricades, il y a eu pas mal de choses. Mais malgré ça, l'État s'est entêté, l'État est venu, ils sont venus avec les bulldozers, ils sont venus avec la gendarmerie, voilà. Donc, ils ont placé les bulldozers dans la nuit et la destruction de la mosquée allait se faire dans la journée, notamment le matin, voilà. Et qu'est-ce que les villageois ont fait? Les villageois, ils ont bloqué, ils ont fait disparaître, voilà, les bulldozers. C'est-à-dire, il y avait la gendarmerie, il y avait des gendarmes, il y avait les forces de police également.
Mais les bulldozers ont disparu dans la nuit. Et vous savez, c'est pas un bulldozer, c'est une dizaine de bulldozers parce qu'il fallait également, voilà, rembler la chaussée, etc. C'était des travaux d'envergure, vous comprenez? Donc, les bulldozers ont disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de bulldozers. Et le matin, dans la matinée, voilà, les gendarmes, ils ont arrêté le chef de village, les notables et quelques jeunes. Voilà. On leur a dit, dites-nous où sont passés les bulldozers. C'est la gendarmerie, hein. Ils disent que les bulldozers sont en lieu sûr. Mais nous n'allons pas accepter que vous détruisez notre mosquée. Voilà, parce que la mosquée compte énormément pour nous. Ils ont dit que vous le voulez ou pas, nous allons détruire cette mosquée. Voilà, vous connaissez les gendarmes, eux, ils ne badinent pas. Donc, on a enfermé le chef du village, l'imam et quelques notabilités. Voilà. Donc, fallait les juger. Voilà. Donc, il y a une ville à côté du village. C'est là-bas où est localisé le tribunal. Donc, le jour du jugement, il y avait tellement de personnes, tout le village s'est déplacé et les villages qui étaient à côté également qui sont venus soutenir le chef de village et toute la notabilité. Voilà. Donc, le président du tribunal prend la parole, il demande au chef de village, voilà, de permettre à l'État de construire la route. Bien qu'il est vrai qu'on va devoir détruire la mosquée, mais bon, c'est l'État. Quand l'État décide, voilà, personne ne peut s'opposer à l'État. Le chef de village dit, c'est vrai que l'État décide, mais la mosquée est là avant même la création de l'État du Niger. Voilà, c'est parti un peu en vrille, les notabilités, les villageois qui étaient dans le tribunal, ils ont commencé à proférer des injures, à commencer à menacer un peu partout. Voilà, donc le tribunal a condamné le chef du village, l'imam et quelques notabilités à 2 mois de prison ferme. Voilà, 2 mois de prison ferme. Et l'imam et les notabilités, le chef du village, ils se sont exclamés. Dans la salle, ils ont crié Allahu Akbar. Voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, Allahu Akbar, chez les musulmans, ça signifie Dieu est grand. Ils ont crié 3 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rassurez-vous, c'est pas des incantations, hein, voilà. Donc, le président du tribunal, il a pris ça comme un affront. Il a dit, si vous êtes des hommes et si vous croyez en vos dieux, criez une fois de plus Allahu Akbar dans mon tribunal et je vous promets que vous allez partir en prison pour 6 mois, pour outrage à un magistrat. Fallait pas que le président du tribunal dise ça. Le chef du village, les notables et tous les villageois ont commencé à crier Allahu Akbar, Allahu Akbar. On les a tous enfermés, on les a pris, on les a déférés en ville, à la capitale, à la prison centrale, au pénitencier civil. Et ils ont commencé à détruire la mosquée pour entamer l'agrandissement de la chaussée et tout. Et le président du tribunal qui a ordonné à ce qu'on arrête tous ces gens-là, il a commencé, au bout de 2 semaines, il a commencé à pourrir en étant vivant. C'est-à-dire qu'en étant vivant, il a commencé à pourrir. Le gars, il sentait la pourriture et ses doigts commençaient à se dilater au fait. Il tombait malade et tout. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il est parti à l'hôpital. L'hôpital, ils n'ont rien pu faire. Il est parti un peu partout. Voilà. Donc, vous savez, en Afrique, quand l'hôpital ne peut rien faire, on va voir les marabouts. Il est parti voir le marabout. Le marabout lui a dit que voilà, tu es en train de mourir, honnêtement. Là où je te vois, vraiment, tu es en train de mourir, tu es en train de te décomposer à petit feu. Donc, en réalité, pourquoi tu te décomposes? C'est parce que tu as eu à enfermer des villageois, un imam et quelques notabilités. Après, c'est là où il comprend effectivement, lui, il a eu à juger un tel cas et tout. Maintenant, le marabout lui a dit, tant que si vous continuez la destruction si vous continuez la construction de votre route, mon frère, tu vas y passer et tu vas mourir, ça c'est clair. Voilà, donc il a compris l'urgence
Il s'est dit que bon, il va pas perdre sa vie pour ça, hein, voilà. Il a signé une ordonnance, l'affaire est partie en cassation, voilà. Et puis les villageois ont été libérés, le chef de village, la notabilité et tout. Ils ont dû arrêter la construction de cette route. Et heureusement, hein, la mosquée n'avait pas été endommagée à 100%. Ils avaient commencé les travaux, mais ils ont dû stopper les travaux. Voilà, c'était ça mon histoire. Alors, la petite morale dans ça, c'est que vraiment, faisons attention aux sages. Vraiment, nous jeunes, lorsqu'on nous dit de ne pas faire quelque chose, surtout quand ça vient des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, faisons très attention, surtout en Afrique. Parce que les vieillards, ils ont vécu, et lorsqu'ils nous lancent des menaces, prenons ça au sérieux. Voilà, donc c'était mon histoire. Merci GMJ pour tout ce que tu fais. Voilà, je demande à tout le monde de liker, de s'abonner, c'est important. Car ça permet à d'autres personnes comme moi, je suis tombé sur votre chaîne par hasard depuis l'Indonésie, voilà. Si quelqu'un n'avait pas liké, je n'allais pas voir ça. Donc le référencement YouTube est très puissant, non liké, c'est très important. Merci et bon courage, je donne la force à tout le monde et que Dieu vous protège. Merci. Je suis dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, vous-même? Oui, ça va aussi. Voilà. J'appelle du Togo. Et je voudrais raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Une histoire qui est à part entière mystique. Voilà. Donc l'histoire s'est déroulée en 2015. Donc j'étais au lycée. J'avais un groupe d'amis. On était 3. Et donc nos parents étaient un peu aisés. Donc ce qui faisait que pendant la récré, quand nos camarades s'offraient des plats de 300, on pouvait s'offrir des plats de 2000. Voilà. Ce qui fait que les filles nous couraient après. Les profs nous enviaient. Donc on avait un peu la montée là. On voulait avoir plus d'argent. Donc on voulait vivre au-delà de ce que nous vivions actuellement. Donc j'avais un cousin qui était au Ghana. Et le cousin là me parlait depuis, voilà, d'un réseau où on pouvait se faire de l'argent. Mais en vrai, il ne m'avait pas dit quoi qu'il faut payer ou qu'est-ce qu'il faut sacrifier. Lui aussi, il ne savait pas. Il avait juste écho du réseau. Alors, j'en ai parlé avec mes amis. On avait décidé d'aller au Ghana. Donc, on a cotisé entre nous. On avait une somme de 500 000. Alors, nous sommes partis au Ghana. Un matin, nous avons séché les cours. Et nous étions partis au Ghana. Ce n'était pas trop loin de la frontière. Le marabout s'appelait Baba. Donc quand nous étions allés, il y avait des gens... Pardon? Pas les vrais noms, s'il te plaît. Allô? Oui. Je ne vous saisis pas bien. Tu as les écouteurs? Non. Pas de vrais noms, pas de vrais noms. Je n'ai pas d'écouteur. Allô, vous m'écoutez? D'accord. Donc, nous étions partis au Ghana chez le marabout qui s'appelait Baba. Et donc, il y avait un monsieur, il y avait un cadre, il y avait 2 pasteurs là-bas aussi qui étaient venus pour faire des rituels. Donc, le monsieur, il était un cadre, il voulait évoluer dans l'entreprise dans laquelle il bossait. Donc, il fallait que chacun vienne avec 3 œufs. 3 œufs que vous payez. Et donc, pour le monsieur, c'est entre parenthèses, lorsqu'on faisait les incantations, il fallait casser un œuf. Donc, quand vous cassez l'œuf, il y avait un petit papier qui sortait de l'œuf
il y avait un petit papier qui sortait. Et sur ce petit papier-là était écrit ce que vous devez faire. Maintenant, si ce que le papier dit ne te convient pas, tu peux accepter casser le deuxième. Si tu casses le deuxième et ça ne te convient pas, tu peux casser le troisième. Mais cela peut aller de pire ou diminuer. Est-ce que vous me comprenez? Et raconte seulement l'histoire. On nous ça fait même Bon, je vais rappeler après parce que moi aussi je ne saisis pas bien, je ne vous écoute pas bien. Je vais changer de place. Attends, peut-être c'est quand tu es en haut là que ça dérange. Maintenant, je dis ceci. Quand tu racontes l'histoire, ne cite pas les noms des gens, s'il te plaît. Pas trop de détails. Et quand tu racontes l'histoire, ne pose pas les questions. Raconte seulement ton histoire, s'il te plaît. Donc, si tu peux renvoyer ta demande maintenant, on va t'écouter seulement. J'ai l'impression que quand je parle, ton baffle de retour là, ça fait un bruit bizarre. Ça faisait un bruit de rituel là et tu nous parlais de casser des œufs vraiment. Ne donne pas trop de détails sur les rituels. Il y a des gens ici là, ils veulent seulement les rituels comme ça pour aller essayer. Plusieurs m'écrivent souvent, oh DMG, j'ai vu l'histoire des francs-maçons. Je fais comment pour entrer. Donc quelqu'un raconte l'histoire et moi je suis devenu quoi la passerelle. Pardon. Voilà. Alors, j'espère que c'est bon maintenant. D'accord. Donc, on était parti avec 3 œufs aussi. Ils nous avaient demandé de payer 3 œufs. Donc, lorsque nous avions payé ces œufs-là, arrivé, on nous a demandé, il fallait que quelqu'un reste devant le rituel. Et j'étais déjà chaud pour rester devant. Mais quand j'ai vu l'allure et ce qu'il y avait à l'intérieur du couvent, j'ai un peu reculé, ce qui a fait que mon cousin a pris le devant. Donc mon cousin là, quand tu t'assois et il frappe sur ta tête avec, je ne sais pas comment on appelle ça, avec un gong, et tu entres en transe. Donc lorsqu'il fait les incantations, il te dit casse, tu casses l'œuf en même temps. Donc quand le cousin a cassé l'œuf, il y avait un petit papier qui est sorti. Donc le petit papier là disait, sur le petit papier là était écrit, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Il faut payer un cadenas rouge et aller jeter la clé dans la mer, tout en demandant ce qu'on voulait. Donc nous étions partis en même temps au marché de Aplaou, où on a acheté le cadenas. Donc on est revenu, il nous a ramenés dans une autre chambre. Donc dans la chambre là, il y avait un cercueil. Donc lorsqu'il a ouvert le cercueil, il y avait un squelette humain à l'intérieur. C'est comme un mort qu'on n'a pas enterré, qui était dans le cercueil. Donc il nous a dit, est-ce qu'on a bien vu? J'ai dit oui, on a vu. Donc il a dit ok, fermez le cercueil avec le cadenas. Donc ce que nous avions fait, nous avons fermé le cercueil et il nous a dit, allez vers la mer, demandez tout ce que vous voulez et jetez la clé que nous avions préalablement marquée avec un vernis dans la mer et revenez. Donc quand nous sommes partis sur la plage, nous avions demandé tout ce que chacun voulait. Voilà, j'ai demandé, voilà, il fallait, je voulais de l'or, des diamants, hein, les gros devises comme le 100 €, voilà, les $100. Et tout le monde a demandé ce qu'il voulait et nous avions jeté la clé dans la mer. Donc, à notre retour, on avait déjà cassé un œuf. Donc, il restait 2 œufs. Il a encore commencé par faire les incantations. Il a dit casser le deuxième œuf. Et mon cousin, il a cassé le deuxième œuf. La clé que nous avions jetée dans la mer était sortie. Textuellement marquée au vernis comme nous l'avions fait. Donc, il a pris cette clé-là et il a ouvert le cercueil. Lorsqu'il a ouvert le cercueil,
tout ce que nous avions demandé était présent dans le cercueil. C'est-à-dire, j'ai demandé de l'or, des diamants, hein, les 100 euros, les 100 $, tout était là textuellement. L'or, c'était de l'or qui était marqué. C'est-à-dire, l'or qui est présent dans les réserves d'une banque. Je ne sais pas de quelle banque il s'agit, mais c'était de l'or qui était marqué, c'est-à-dire qui était quelque part dans une réserve centrale. Il y avait des diamants qui étaient de petits diamants comme ça qui scintillaient. Il y avait les billets craquants de 100 euros, 100 $, les billets de 10 000, les naira. Le cercueil était rempli à ras-le-bord. Là, il y avait mon ami qui s'est évanoui en même temps. Donc, lorsqu'il s'était évanoui, il a dit qu'on le laisse pour que les esprits se nourrissent de lui. Et j'ai dit non, mais on est venu ensemble. Si les esprits se nourrissent de lui, on va rentrer à deux, c'est pas possible. Et il nous a demandé de lui faire sortir qu'il est faible d'esprit. Donc, on lui a fait sortir. Et maintenant, il a dit, est-ce qu'on est prêt à prendre cet argent? On a dit, voilà. C'est pour ça qu'on est là, donc on veut bien le récupérer. Il a dit, ok. Et il a plongé sa main dans le cercueil qui lui a brûlé. Donc, il a refait certains rituels. Et il a pris 100 $, 100 euros. Il a pris 10 000 francs. Il a pris le naira. Il nous a donné ça. Il dit, allez, sortez. Allez bouffer ça comme vous voulez. Allez dans les points de change, changer ça. Allez en banque, vérifier, voir si les billets sont vrais. Donc, on a pris les billets. Nous sommes partis à la frontière. Nous avons fait l'échange. Nous avons changé les euros en dollars. Nous avons changé le dollar en francs CFA. Et les billets passaient dans la machine nickel. Donc, on était parti dans un bar. On a bu, on a mangé. Nous sommes revenus. Notre cousin qui était en transe, lui, il est toujours là-bas. Il est toujours assis. Il n'était pas en lui. Donc, il restait un œuf. Donc, il a dit, ok, vous avez bouffé l'argent? On a dit oui. C'est bon? On a dit oui. Vous voulez? On a dit oui. Il a dit, ok. Il reste ce dernier œuf. Cet œuf-là nous dira comment faire pour prendre l'argent pour partir. On a dit, ok. Alors, il a recommencé les incantations. Et le troisième œuf a été cassé. Lorsque le troisième œuf a été cassé, il y avait le petit papier qui est encore sorti. Pas l'œuf cru. Le papier est sorti. Donc, quand il a pris le papier, il nous a donné ça de lire. Et le papier disait, This is the voice of God. Ici, c'est la voix des dieux, la voix des esprits. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes enfants. Donc, j'aimerais vous faire cadeau de l'argent qui sera infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça finira, vous en aurez plus. Et on était contents. Mais à la fin, il disait, maintenant que j'ai fait ma part, à vous maintenant de faire votre part. Avant de prendre cet argent, il faut que vous me livrez 1 litre de sang des jumeaux meulés qui n'ont pas encore fait 24 heures sur la terre. C'est là on a commencé par douter. C'est-à-dire pas douter, mais on a commencé par avoir peur. Mais comment? Parce que quand j'étais venu au début, j'ai demandé si on va nous demander de tuer un humain. Il a dit non. Mais maintenant, on nous demande 1 litre de sang des bébés jumeaux qui n'ont pas fait 24 heures. Je ne comprends pas. Et il nous a dit voilà, nous sommes déjà scellés. Et c'est-à-dire que nous sommes déjà liés par un pacte. Donc, il n'y a plus de recul en arrière. Donc, soit on le fait, soit on va à la place des enfants. Voilà, on a commencé par réfléchir. Et les gens, il y avait des gens qui étaient venus aussi pour faire des rituels d'argent, qui me disaient, oh, soyez fort, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Moi, je disais non, je peux pas tuer un bébé ou bien avoir la mort sur la conscience pour avoir de l'argent. Pardon? Avec son micro, vraiment. Ça bug toujours? Pas de Ça bug, je ne vous écoute pas. Dis les commentaires. D'accord.
C'est bon maintenant. Je ne sais pas, je suis entouré vraiment de beaucoup d'ondes. Je ne sais pas si c'est ce qui cause ça. Il y a plein d'ordinateurs ici. Lis les commentaires, regarde les commentaires. Ok, esprit. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Voilà, donc ils nous ont demandé, voilà, 1 litre de ce que vous savez. Et donc là, j'ai dit que je ne pouvais pas. Donc mes amis et moi, on a dit qu'on ne pouvait pas. Mais en vrai, quand les amis ont vu l'argent, tout le monde voulait, c'est-à-dire que personne n'avait plus de cœur. Chacun voulait avoir l'argent. Et on a commencé par réfléchir. Donc ceux qui étaient avec nous, il y avait des pasteurs, il y avait des cadres qui disaient, oh, vous pouvez le faire, soyez forts. C'est comme des habitués. Donc, j'ai dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut arriver à faire ceci? Et le marabout nous dit de ne pas nous inquiéter. Il a juste pris son téléphone et il a appelé au moins 3 docteurs qui se trouvaient au pays dans les hôpitaux publics, où il demandait, voilà, comment vous allez? Est-ce que vous pouvez me trouver 1 litre de ça? Est-ce que vous pouvez me trouver 1 litre aujourd'hui, 1 litre demain? Il a demandé aux 3 et les 3 avaient accepté. Voilà, il y avait quelqu'un même qui disait, oui, actuellement, si on a 3 millions, il pouvait nous trouver ça parce qu'actuellement, il y avait une femme enceinte de jumeaux qui étaient en gestation et qui pouvaient régler ça rapidement, vite fait. C'est là que j'ai compris que, en fait, le monde dans lequel on vit était un peu dangereux. Là, on a commencé par réfléchir et il nous a dit demander de partir. Puisqu'on n'avait pas les 3 millions, nous étions des élèves. Il nous a demandé de partir et de réfléchir et qu'on avait 3 jours pour revenir. On avait 3 jours pour ramener ce que les dieux ont demandé, sinon notre vie en dépendait. Donc nous étions rentrés à la maison, on a commencé par réfléchir. Là, il fallait trouver 3 millions pour pouvoir payer le litre. Il fallait les 3 millions, mais où trouver les 3 millions pendant 3 jours? C'était le problème. Donc, on a commencé par réfléchir. Donc, chacun réfléchissait de son côté. Et en ce moment-là, j'avais déjà écho aussi au Bénin, voilà, d'un marabout qui faisait ce qu'on appelle, voilà, le porte-monnaie magique. En ce temps-là, c'était des vrais trucs, pas les arnaqueurs de maintenant. Et bon, je me suis dit, si on peut faire le porte-monnaie magique pour avoir rapidement de l'argent, là, on pourrait rapidement payer celui-ci et avoir beaucoup plus d'argent. Donc, j'ai parlé à mes amis, ils ont dit oui, c'est une bonne idée. Le porte-monnaie magique coûtait quelque chose de 180 000 francs. Donc, nous avons envoyé l'un de nous. Lui, il était burkinabé, donc il vivait seul ici. Donc, il est parti au Bénin là-bas, chez l'autre. Il s'appelait... Bon, il était parti chez l'autre marabout au Bénin. Et donc, on faisait des appels, on voyait ce qui se passait et tout. Donc, on lui a préparé son truc là. Il a fait 1 jour et demi à peu près. On lui a préparé le truc, on l'a dit de rentrer. Donc, le marabout dit, lorsqu'il rentre, il va envoyer le colis par un chauffeur qui va nous ramener le colis et les instructions. Donc, on était là quand il est revenu, il nous a donné les détails et tout. Et le chauffeur a appelé, voilà, de venir à la frontière récupérer le colis. Donc, nous étions partis récupérer le porte-monnaie. Et donc, lorsqu'on a récupéré le porte-monnaie, le chauffeur nous a dit il fallait qu'on mette 15 000 francs dans le porte-monnaie avant la tombée de la nuit. Et dans la nuit, lorsqu'on va dormir, le serpent viendra mettre de l'argent dans le porte-monnaie. Et ça, c'est une somme de 500 000 francs. Chaque nuit, il fallait qu'on nourrisse le porte-monnaie de l'argent propre, 15 000 francs, pour avoir 500 000 francs chaque jour. Et là, j'ai dit OK. Donc, si on peut avoir 500 000 francs chaque jour, ça veut dire qu'on peut prêter de l'argent et payer avec n'importe quel intérêt.
Voilà. Donc, le jour, on a cherché les 15 000 francs pour mettre dans le porte-monnaie. On n'a pas trouvé. Nos parents étaient un peu aisés. On pouvait voler, ou bien les gens peuvent avoir confiance en nous, nous prêter de l'argent. Mais, c'est-à-dire, le truc s'était passé où on n'avait pas trouvé même, on n'avait même pas 1000 francs pour mettre dans le porte-monnaie. C'était impossible de trouver l'argent. C'était bizarre, mais c'était comme ça. On n'a pas n'importe quel moyen, même là où on peut aller voler, il n'y en avait pas. On n'a pas pu nourrir le porte-monnaie cette nuit-là. Et nous sommes partis au 3e jour. Donc le 3e jour, c'était le dernier jour pour nous au Ghana. Donc en même temps, le baba du Ghana nous a appelé le matin là et nous dit, on croit qu'on blague avec tout, que l'argent qu'on pense prendre pour lui payer, que lui, il a le totem là de ne pas manger ce genre d'argent, que même l'argent qui est dans le cercueil, il ne prend pas l'argent qui sort dans ce truc là, que lui ne bouffe pas. Donc d'oublier l'idée là en même temps. Je ne sais pas comment il a su qu'on prévoyait lui payer avec de l'argent qui sort dans un porte-monnaie magique, mais il nous a appelé, il nous a dit que ce genre d'argent, lui, c'est son totem, donc d'oublier en même temps l'affaire là et de lui chercher de l'argent propre. Là, on a commencé encore pas à réfléchir, mais on est au dernier jour. Donc, comment faire? Et il nous a demandé de venir. Donc, nous sommes repartis au Ghana le même jour là. Aller chez lui, il nous a demandé de faire un rituel pour pouvoir prolonger, c'est-à-dire le délai qu'on nous a donné de 7 jours. Donc, on nous avait demandé un bouc noir, voilà, qui a déjà enceinté, voilà, un bouc âgé, quoi, noir, tout noir, qu'on a payé, on a fait pour prolonger le délai de 7 jours. Donc, nous sommes rentrés et en pleine réflexion. C'était le 4e jour, voilà. Et le lendemain, le porte-monnaie, celui qui est parti au Bénin pour faire le porte-monnaie, c'est chez lui que le porte-monnaie siège. Donc, le lendemain, on était en examen à l'école. Mais il n'était pas venu. Donc, il était venu en retard, tout en sueur, avec des yeux vraiment rouges. Et il vient, il me demande de sortir. Je suis sorti, mais tu as quoi? Il dit que le problème dans lequel je l'ai mis, c'est vraiment très grave. Que le porte-monnaie, cette nuit, il n'a pas dormi parce que le porte-monnaie a crié toute la nuit dans ses oreilles. Le porte-monnaie a crié toute la nuit dans ses oreilles. Il n'arrivait pas à dormir, qu'on s'est foutu, on s'est mis dans quoi en fait, et tout. En même temps, j'ai dit, mais calme-toi, on va faire comment? Je voulais signaler que avant que le porte-monnaie ne travaille là, dans cette même nuit, il nous avait demandé d'aller sur un terrain, surtout le terrain sur lequel beaucoup de gens passent, comme un terrain d'école par exemple, et de rester nu, voilà, réciter un certain nombre d'incantations. Ce que nous avions fait cette nuit-là, nous étions partis nus sur le terrain et nous avons récité l'incantation. Et ce qui s'est passé la nuit-là, vraiment c'était dimensionnel parce que il y avait un vent et il y avait des chiens noirs qui sortaient de nulle part, au moins 7 comme ça, qui nous entouraient jusqu'à ce qu'on finisse l'incantation et qu'on ne rentre. Donc, il était venu avec les yeux rouges, il disait voilà, qu'on s'est mis dans un problème, le porte-monnaie a crié toute la nuit dans ses oreilles, il n'a pas pu dormir. Et en même temps, quand on ne parle là-bas, mon téléphone sonnait dans le sac. Quand on faisait l'examen, le sac était devant, le téléphone a sonné. Donc, nous avions pris le téléphone et c'était le marabout du Bénin. Il a dit, vous les enfants là, vous pensez qu'on blague avec tout? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, cette même nuit, il faut nourrir le porte-monnaie de l'argent propre, mais vous ne l'avez pas fait. Vous voulez vous mettre dans des problèmes, vous allez mourir, moi ça ne me concerne pas. Et nous avons dit, oh mais bah, calme-toi. On ne savait pas que c'était aussi nécessaire de nourrir le porte-monnaie dans la même nuit là. Il a dit non, que si c'est comme ça, nous allons payer de notre sang, parce que nous avons offensé ces esprits on a laissé les esprits là affamés, on ne les a pas nourris, et donc ça allait dépendre de notre fille. Et c'est là que je me suis dit, Dieu, dans quoi on s'est mis? C'est-à-dire, on a 2 mois qui nous attendent. Soit on meurt ici, soit on meurt de l'autre côté. C'est là que j'ai dit, ah non, il fallait qu'on trouve une autre solution. Quelle solution on peut trouver? Donc le cousin
qui était devant, vous savez, lui, il était devant, celui qui cassait les œufs. Donc, il a dit, lui, franchement, il ne sait plus quoi faire. Là, chacun s'est préparé à mourir. Parce que je me suis dit, si c'est comme ça, moi, d'abord, je ne suis pas intéressé à avoir le sang de quelqu'un sur ma conscience. Et je préfère mourir moi-même parce que j'ai voulu pécher. Donc, je peux prendre les conséquences. J'accepte. Et là, chacun dit non, que lui ne peut pas mourir. Certains disent non, il ne peut pas mourir. Moi, je dis, moi, j'accepte mourir. Donc, moi, je ne peux plus me forcer. Je préfère mourir. Et donc, en même temps, le marabout du Bénin nous rappelle, il nous dit, il faut qu'on lui rende le porte-monnaie. Il faut qu'on renvoie le porte-monnaie par chauffeur. Et avant de ramener le porte-monnaie par chauffeur, on achète des œufs blancs, le gin, le talc, avec certains trucs, et qu'on amène ça pour qu'il puisse annuler comme si on n'avait jamais pris le porte-monnaie là. Mais qui ne nous garantit rien. Mais lorsqu'il a dit ça, c'est-à-dire que la somme de tout ce qu'on a acheté faisait à peu près 16 000 comme ça. Mais pourtant, pour trouver 15 000 francs pour mettre dans le porte-monnaie, on n'a pas trouvé. Mais quand même, c'est-à-dire quand le porte-monnaie partait, les 15 000 francs étaient faciles à trouver. C'était purement spirituel. Donc nous avions pu trouver les 15 000 francs là, acheter les trucs, ajouter au porte-monnaie et on a envoyé ça. Et on a coupé le lien avec lui, le marabout du Bénin en même temps. Donc on était au 6e jour. Moi j'étais à l'école, j'étais estopié, c'est-à-dire j'étais vide parce que je m'apprêtais à mourir déjà. Je suis un pagailleur, donc tout le monde me connaissait. Et j'étais vraiment, comme je le disais, on était un peu aisé, donc on était un peu reconnu dans l'établissement. Quand les gens me voyaient, les gens sentaient que j'étais vide et qu'il y avait quelque chose qui se passait. Voilà, il y a des gens qui m'approchaient, mais tu as quoi? Je dis non, je vais bientôt mourir. Donc, ce que vous pouvez me faire, faites-moi en même temps. Et les gens pensaient que je blaguais, moi je savais que je devais mourir. Mes parents ne savaient rien, mes petits frères ne savaient rien. Personne dans mon entourage ne savait rien. Donc j'ai écrit une lettre disant voilà, papa, maman, j'ai merdé. Donc je vais payer les conséquences aujourd'hui si je meurs. Voilà, pardonnez-moi, dites aux gens que l'argent ne peut que venir du travail et que l'argent n'est pas si facile que ça. L'argent, ce n'est pas le sang du mouton ou le sang du poulet, mais l'argent, c'est le sang humain. Il faut comprendre ça comme ça. J'ai écrit tout dans la lettre. Et le 7e jour, j'étais, voilà, à 23h, j'étais assis sur mon lit. Bien habillé, je me préparais à mourir. Et il est minuit, je ne meurs pas. Il est 1h, je ne meurs pas. Il est 2h, je ne meurs pas. 3h, je ne meurs pas. Et je dis, les esprits ont oublié ou quelque chose s'est passé. Donc, j'ai pas dormi de la nuit jusqu'au petit matin. Je me suis réveillé en bonne santé. Là, je n'ai pas compris. J'ai appelé mon cousin. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Mes amis tous étaient venus à l'école. Donc, on se disait, mais ils nous ont oubliés. Ah, ok. Là, on coupe le pont en même temps. Donc, on n'a plus revers signe au gars du Bénin là. Et l'histoire est finie là-bas. L'histoire de l'argent est finie de ce côté-là. Donc, c'était 6 ans plus tard. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes cousins. Mes cousins qui étaient venus du Ghana. Personne n'a demandé d'après moi. Moi aussi, je n'ai pas demandé d'après eux. Parce que peut-être, lorsqu'on va se demander d'après soi-même, les esprits ils auront l'alerte qu'on est encore ensemble. Donc, chacun allait de son côté. Donc, c'est après 6 ans là que j'attends que mon cousin revienne du Ghana. Donc, on s'est rencontrés. Je lui dis, mais toi aussi, tu n'es pas mort? Il a dit non, qu'il n'est pas mort. Mais en vérité, lorsqu'il est rentré à la maison, son papa, c'était un grand féticheur aussi. Lorsqu'il est rentré à la maison, son papa lui a dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Que actuellement, je suis en train de voir un cercueil sur ta tête, mais qu'est-ce que tu es parti faire? Donc, en ce temps-là, son papa l'a déjà amené à faire des rituels et tout. Son papa lui a amené lui a fait des rituels. Donc, mes amis de l'école aussi, ils étaient tous, leur famille avait fait des rituels pour eux. Donc, moi, je suis dans une famille, voilà, une famille royale. Je ne peux pas appeler mon nom puisque les gens vont forcément reconnaître. Donc,
je suis issu d'une lignée royale où dans la famille royale, il y a des dieux qui protègent la lignée en fait. Et donc, je me suis souvenu que après ces actes-là, il y avait le père spirituel qui dirigeait la lignée là, qui était venu un jour, il m'a appelé, il m'a dit: mon fils, ce que tu as fait, ne le refais plus jamais. Il a dit: ne le refais plus jamais. Devant mon père, il a dit: ne le refais plus jamais. Que ça a été -1 pour toi, mais que ça ne sera plus le même cas si tu l'oses encore une fois. Moi, j'ai compris, mon père n'a pas compris, mais basta. Donc, finalement, j'ai compris que les esprits au Ghana, au moment où, c'est vrai, ils allaient nous enlever, nous donner en sacrifice, mais au moment où ils allaient nous enlever, il y avait vraiment un combat qui s'est passé par rapport à nos esprits de famille et nos esprits du Ghana là-bas, du marabout là-bas. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore en vie. Mais cette histoire m'a donné vraiment un grand vécu spirituel, du côté spirituel, où j'ai compris un grand nombre de choses dans la vie. Parce que j'ai laissé beaucoup de détails. Mais en conclusion, ce que je peux dire, c'est que d'abord, pour les filles qui sont présentes dans le live, il est très important de faire vraiment très attention à ceux qui vous prennent dans les voitures, ou même ces jeunes-là qui ont de l'argent, qui sont des cadres, qui vous louent des villas. Parce que quand j'étais là-bas, je voyais des jeunes venir. Lorsqu'ils cassaient leurs œufs, ce qu'on leur demandait souvent, c'est quoi? C'est de coucher avec les filles. Coucher avec les filles sans préservatif. Et vous allez voler leur étoile. Prenez-leur par le derrière, c'est-à-dire par le deuxième trou. Prenez-leur par le deuxième trou, vous aurez leur chance. Il y a certains même lorsqu'ils cassent les œufs, ça sortait quoi? Il fallait qu'ils fassent un rituel et qu'ils mettent sous le siège de la voiture, le siège passager de la voiture, et que même si il drague la fille ou il trouve la fille sur une route, il dit: voilà mademoiselle, je vous dépose à la maison. Le seul fait d'accepter et de rentrer, de s'asseoir déjà, ils ont une musique qu'ils jouent. Il y a une musique qu'ils passent et la musique là est purement initiatique, ce qui enlève, je sais pas, l'énergie de la fille là. Et lorsqu'ils ramassent assez d'énergie, ils reviennent au temple là-bas pour faire des rituels avec ça. Donc ça c'est pour le côté des filles. Il y a le côté des pasteurs aussi. Les pasteurs qui étaient venus là-bas, on préparait leur Bible, ils ont souvent des, je sais pas, un torchon à la main. Ils ont un torchon avec lequel ils délivrent. Ce sont des torchons qui sont, comment dire, enterrés avec les morts là-bas, avec les cercueils, avec plein de pouvoirs qu'ils utilisent sur des gens. Et quand ces pasteurs-là, lorsqu'ils délivrent les gens à l'église, c'est comme les autres là qui prennent les filles en voiture. Lorsqu'ils te délivrent, c'est vrai que tu seras guéri de ton mal, mais en retour, ton énergie est prise. Et ils reviennent avec ça là-bas pour faire des rituels. Donc c'est à peu près ça. L'argent aujourd'hui, c'est quelque chose. Ce n'est pas comme si c'était facile. Parce que si vous attendez quelque part, on dit voilà, il faut faire ça pour multiplier l'argent, il faut faire ceci pour gagner de l'argent. Si facilement, il n'y en a pas. Même si aujourd'hui on te donne de l'argent facilement, c'est que les prochaines fois ils vont te demander un sacrifice. C'est toujours comme ça. C'est ce que j'ai compris de mon histoire. Aujourd'hui, ça fait près de 8 ans. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de moi. J'ai changé. Moi aussi, je ne savais pas. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Et j'ai changé aussi. Voilà, je suis un grand travailleur maintenant. Je suis un sugar daddy, mais moi, je ne fais plus ça. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Mon histoire est terminée. Merci. Voilà, là, merci beaucoup pour l'histoire. Et comme ton baf là a un problème, c'est celle-là qui disait que non, c'est mon micro qui a un problème là. Pourquoi quand je parle maintenant, si vous m'écoutez bien, ça ne fait pas le bruit là? C'est à son niveau, son retour de son là-bas a un problème, c'est pourquoi il y avait des difficultés. Plusieurs personnes sont montées avant lui, il n'y a pas eu de problème. Quand il monte, mon micro dérange les gens. Il y a aussi.
C'était vraiment une histoire très intéressante. Oh. Allez toujours coucher avec n'importe quel gars parce que t'as l'argent. Je voyais une vidéo sur TikTok récemment où une fille, elle a fait un voice à sa copine comme quoi elle a rompu avec son gars qui avait la voiture. Et maintenant, sa copine en question est en train de brancher la fille à un gars qui lui n'a pas de voiture. Et là, elle se plaignait, elle disait, gars, tu sais que moi, mon ex avait la voiture, maintenant tu me branches avec un gars qui n'a pas la voiture. Moi, j'étais habitué qu'il vienne me ramasser à l'école. On me remboursait à l'école en voiture. Toi, tu viens maintenant que commencer encore à marcher à pied. Là, on apprend encore les motos. C'est bien ça. C'est bien ça. Il me faut un gars qui a la voiture. Pourtant, ton père même le vélo, ton père n'a pas. Même le pouce, toi-même, tu n'as pas. Mais il me faut absolument un gars qui a la voiture parce que moi, je ne peux pas marcher à pied dans ma relation. C'est bien ça. Bravo.